Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Uramiya Honpo, Monster Family. Minasan konnichiwa, perfetti giondes. Il y a 2 mois, nous avions étudié la série Uramiya Honpo, qui mettait en scène une vengeuse allouée cynique et calculatrice surnommée Uramiya. Suite à son succès, cette série en 12 épisodes allait connaître plusieurs suites, à commencer par un épisode spécial nommé Kazoku no Yami, Monster Family. Autrement dit, la famille des monstres. Non, pas celle-là. Et comme nous allons le voir, le terme monstre est encore trop bon pour désigner les 2 familles dont elle va s'occuper dans cette histoire. Ikuzo! Ok, comme intro, ça change des micro-trottoirs de la série, mais j'ai pas tout compris. L'histoire débute donc réellement par un vieil homme tombant dans les escaliers en tentant d'échapper à un GI. Au passage, les fans français de Tokusatsu connaissent bien sa victime pour un rôle où il avait un système pileux nettement moins développé. C'est en effet le même acteur qui interprétait l'Ichikokien Umibozu dans l'excellente série Charivan. Cet acteur étant avant tout cascadeur, je suppose que son choix pour ce rôle a été dicté avant tout par des raisons économiques, puisque ça coûtait beaucoup moins cher de prendre uniquement un cascadeur plutôt qu'un acteur et une doublure pour interpréter un personnage dont le rôle consiste essentiellement à se casser la gueule dans les escaliers. Ce bon vieil inspecteur Yadorogi vient enquêter sur cet accident, et c'est l'occasion de faire connaissance avec le reste de la famille. On avait déjà vu le grand-père, mais il y a aussi le père et la mère, tous 2 brillants médecins, la tante qui est un célèbre mannequin, la grand-mère et la petite-fille, toutes 2 nettement plus effacées. Seul ombre au tableau pour cette famille qui est apparemment un modèle de réussite, l'oncle Takahiko, un otaku qui vit reclus dans sa chambre depuis plusieurs années, et qui, on va le voir, a réussi l'exploit d'être encore plus taré que Takeomi. Yadorogi est ensuite appelé par une autre affaire, un enfant mort dans une voiture après avoir été oublié en plein cagnard par sa mère, Midori, trop occupée à jouer au pachinko. Sauf que peu après, le père est contacté par Uramiya qui lui révèle qu'en réalité, son épouse a volontairement oublié leur fils dans la voiture afin que son amant Yuya touche une prime d'assurance vie. Rapporteuse. Oula, je sens que ça va chauffer. Engagé par le père pour châtier cette mère indigne, Uramiya bat le rappel de ses troupes, Joya, qui a déménagé pour s'installer sur un bateau mais vit toujours avec sa chienne adorée Linda-chan, Rina, dans une des rares scènes où elle ne semble pas au bord de la dépression nerveuse, et le bellâtre Chou, à qui elle offre d'ailleurs une voiture neuve pour les besoins de sa mission, puisque cette voiture va lui servir à appâter Yuya afin de devenir son ami et de lui offrir une formation pour devenir hôte à son tour. Et après des débuts quelque peu laborieux, Yuya réussit très bien dans cette profession. Shu, ou plutôt Syu, comme il se fait appeler pour les besoins de sa mission, lui prête même sa voiture pour qu'il puisse impressionner Midori. Ne pas faire de jeu de mots sur une ruse dessus, ne pas faire de jeu de mots sur une ruse dessus, ne pas faire de jeu de mots sur une ruse dessus. Mais c'est en réalité une ruse, zut, raté. Car le porte-clés contient une caméra lui permettant d'apporter au mari la preuve de l'infidélité de son épouse. Ah, si tous les couples adultères pouvaient être aussi coopératifs en plaçant la caméra de manière à ce qu'elle les filme parfaitement, car il faut bien avouer que Urami aurait pas eu l'air con si Yuya avait laissé les clés dans sa poche comme toute personne normale. Rappelez-moi pourquoi je vous paye, déjà. Au passage, si comme dans la série on a droit à une scène fanservice montrant Uramiya dans sa piscine, ils ont cette fois pensé au public féminin. Celle DSK. Ah non, moi c'est Shinkenbu. Mais c'est vrai qu'on me reconnaît pas trop son costume. Sans costume, c'est le cas de le dire. Vous avez évidemment reconnu Rina déguisée en femme de chambre, afin de droguer le couple et d'embarquer Midori pour que elle et son mari puissent laver leur linge sale en famille. Celle-ci reprend ensuite connaissance dans une fonderie, où Uramiya et son mari lui réservent une punition adaptée à son crime, mourir ensevelie vivante sous des billes de métal chauffées à blanc. Eh ben, je croyais pas si bien dire en disant que ça allait chauffer. Alors, 2 choses quand même.
Premièrement, je dois complimenter l'équipe des effets spéciaux, puisque cette fonderie réalisée en images de synthèse est parfaitement bluffante. Beaucoup moins réaliste, en revanche, c'est le fait que son mari ne soit pas soupçonné de sa mort. D'habitude, les clients d'Uramiya se vengent par son intermédiaire, ce qui limite les risques que la police remonte jusqu'à eux. Là, en revanche, le type avait insisté pour que Uramiya le laisse s'occuper de son épouse. Et là, autant la mort de son fils ou celle du grand-père de tout à l'heure pouvait passer pour des accidents, autant là, est-ce qu'ils vont dire à la police à nettoyer la fonderie et le coup est parti tout seul? Mais bon, on avait déjà remarqué dans la saison 1, les policiers dans Uramiya sont du genre à ne pas trouver suspect qu'un type perde toutes ses épouses dans des circonstances tragiques. Et donc, le mari, qui n'a aucun alibi et a laissé ses empreintes partout sur les lieux où on a retrouvé le cadavre de son épouse, a juste droit à un petit interrogatoire de routine dans le cadre de leur enquête. Au passage, rien qu'à la taille des photos, on sait tout de suite qui préférait de sa femme ou de son fils. Il y a quand même des moments où je me demande comment les policiers d'Uramiya Honpo enquêtent. Alors, on a retrouvé une femme brûlée vive après avoir été enterrée vivante sous des billes de métal chauffées à blanc dans une fonderie avec sur la commande les empreintes de son mari qui n'a aucun alibi et dont on sait qu'il la déteste depuis que leur fils est mort à cause de sa négligence. Qu'est-ce que vous en concluez, vous? Morsure de vipère? Ouais, pas mieux. Alors, je note... Cause de la mort, morsure de vipère. Voilà. Au passage, on ne peut pas dire que Yuya soit inconsolable de la mort de Midori. Au contraire, il est même ravi de ne plus avoir à partager la prime d'assurance avec elle. Ah, c'est beau l'amour. Du fric. Ah oui, avec tout ça, on avait un petit peu oublié l'affaire du grand-père tombé dans les escaliers. Eh bien, le responsable de sa mort est, vous vous en seriez douté, le fameux oncle Takahiko vivant reclus dans sa chambre, qui n'avait pas du tout apprécié que son paternel casse une de ses figurines fétiches. Non mais vous imaginez si moi j'avais fait pareil le jour où ma sœur avait envoyé le bras de ma figurine du Lys 31 sur le toit de la boucherie? Oui, elle l'a fait quand on était petit. J'ai jamais compris comment, mais elle l'a fait. Et cet oncle devient de plus en plus incontrôlable, menaçant le reste de sa famille, et tentant même de se taper sa nièce de 10 ans. Laquelle n'échappe au pire que parce qu'une alarme lui a signalé qu'une enchère qu'il suivait arrivait à terme. Ouf, sauvé par le sens des priorités. Ne pouvant le dénoncer à la police par crainte des répercussions sur leur réputation, mais tout le monde a un sens des priorités tordu dans cette famille ou quoi? La famille Shirakawa fait donc appel à Uramiya pour les débarrasser de cet encombrant membre de leur famille. Et quoi de mieux pour se débarrasser d'un otaku que de faire appel à un autre otaku? Ah, interlude, Uramiya arrive devant un miroir, enlève sa perruque et fin de scène, ça servira à rien. Non, et même la scène de la piscine avait plus d'utilité que ça, parce que juste après, elle recevait un appel d'un de ses clients. Takeomi et Joya appâtent donc Takahiko à l'aide d'une enchère sur une figurine customisée qu'il collectionne, et en profitent pour lui implanter un virus. Ta gueule, c'est de l'informatique. Après avoir donné à son PC de bonnes raisons de ne pas fonctionner, Takahiko n'a pas d'autre choix que de sortir enfin de sa chambre pour aller en acheter un neuf. Et se retrouve alors face à Takeomi qui lui tire dessus au laser. Mais ils deviennent copains comme cochons en réalisant qu'ils portent le même t-shirt. Eh ben, qu'est-ce que ça aurait été si en plus leur maman avait eu le même prénom? Mais alors qu'il ressort du magasin, il tombe sur Uramiya, qui lui fait remarquer que pendant qu'il est absent, n'importe qui peut pénétrer dans son sanctuaire. Il a donc tout intérêt à y retourner en priorité. Manque de bol, sa voiture est en panne. Coup de bol, Uramiya lui prête la sienne. Enfin, plutôt celle de Shun. Enfin, je veux dire de Sue. Non, pardon, celle de Yuya, puisque Shun vient de la lui vendre, avant de lui offrir un café... décaféiné, apparemment. Vous le sentez venir, le bon gros It's a Trap? Et effectivement, alors qu'il roule à toute allure en direction de sa maison,
Takehiko réalise trop tard que la pédale de frein est bloquée par une canette de café, et en tentant d'éviter Rina, percute mortellement un poteau dans un plan apparemment repris d'une scène du manga d'origine, qui, par surcroît de sadisme, avait ajouté un clou sur le poteau. Cette scène m'amène tout de même à me poser deux questions. Tout d'abord, est-ce que cette voiture rentre dans les notes de frais d'Uramiya, et si oui, comment elle fait pour les notes de frais? Non, parce qu'à la base, elle avait quand même acheté cette voiture neuve pour permettre à Shu de devenir ami avec Yuya. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas trop ce qu'elle comptait faire de la voiture au départ, puisqu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore été contactée par les Shirakawa pour éliminer Takehiko. Quand bien même, est-ce qu'elle a été payée suffisamment pour amortir le prix de la voiture? L'autre souci, c'est la logistique. Bon, d'accord, à l'origine, ils avaient placé un émetteur sous sa voiture pour savoir où il se rendait. Mais le fait que Takehiko tombe dès son arrivée sur Takeomi indique qu'il savait à l'avance dans quel magasin d'informatique il allait se rendre. Et ensuite, pour que le plan fonctionne, il fallait qu'il rentre chez lui selon un itinéraire précis. Oui, ça aussi nous l'avions prévu. À une vitesse précise. Oui, ça aussi nous l'avions prévu. Sans se faire arrêter par les flics. Oui, ça aussi nous l'avions prévu. Ni avoir besoin de la pédale de frein avant de tomber sur Rina. Oui, ça aussi nous l'avions prévu. Ajoutez à cela qu'il aurait tout aussi bien pu lui rouler dessus. Tu l'avais prévu ça? Merde! Braquer dans une autre direction, ou même éviter le poteau. Sérieusement, niveau logistique, c'est quand même autrement plus compliqué que de filmer les fesses de Pink Force au moment où elle arrive devant un hôpital. En tout cas, un qui va avoir beaucoup de mal à s'expliquer, c'est Yuya, après qu'on ait retrouvé un type mort dans la voiture qu'il venait d'acheter, dont la pédale de frein était coincée par une canette portant ses empreintes, d'autant plus que sa maîtresse a été retrouvée morte peu après qu'il ait touché une prime d'assurance pour la mort de son fils. Ouais, même pour des flics aussi bouchés, ça fait beaucoup de coïncidences. Pendant ce temps, chez les Shirakawa, la mère, qui espionne sa fille à l'aide d'une webcam, découvre que celle-ci décide des nounours au lieu d'étudier, et décide donc d'appliquer une vieille tradition familiale. Et quand tu vois quel taré est devenu ton frère, ça ne te fait pas te poser quelques questions sur l'efficacité de cette méthode pédagogique? Halte au massacre des ours en peluche! Plus tard, alors que l'inspecteur Yadorogi les interroge sur la mort suspecte de Takehiko, il découvre que la fille a mis la carte d'Uramiya en fond d'écran sur son portable, parce qu'elle est conne, quand soudain... l'horreur a sonné! Car ce n'est pas parce que vous avez engagé Uramiya pour s'occuper de quelqu'un qu'il existe pour autant entre vous un pacte de non-agression, et si quelqu'un d'autre l'a engagé pour s'occuper de votre cas, soyez certain qu'elle le fera. Bon, après avoir été payé, évidemment, faut pas déconner non plus. 恨みや本舗は正義の味方じゃないんですか？正義？私の一番嫌いな言葉。 Dans le cas présent, c'est la petite Misaki qui avait engagé Uramiya pour la débarrasser de cette famille indigne, avec l'aide financière de la grand-mère qui avait découvert entre-temps qu'ils avaient l'intention de se débarrasser d'elle. Cette famille indigne part donc en fumée, à l'exception de Misaki et sa grand-mère, que Shun et Takeomi avaient sorti discrètement de la maison en se faisant passer pour des déménageurs. A noter que cet épisode spécial possède deux fins différentes. Dans celle-ci, Yadorogi est tué par l'explosion, comme demandé par la mère de son équipier à la fin de la série. Lui je sais pas, mais sa mère, t'as pas idée mon pauvre vieux. Mais dans la version qui avait été diffusée à la télé, il y avait une conclusion alternative, dans laquelle il se trouve à l'extérieur lors de l'explosion, et s'en tire donc avec un cosplay tout en canon. Cette fin alternative, visible dans les bonus du DVD, est d'ailleurs la fin canonique, puisque Yadorogi reviendra dans les aventures ultérieures d'Uramiya. Dans les deux cas, le film se termine sur la révélation que le nouveau partenaire de Yadorogi est un flic ripou qui transmet des informations à Joya et qu'il a découvert la véritable identité de ce dernier. Et c'est sur ce cliffhanger que se termine ce premier épisode spécial de la série Uramiya Honpo.
un épisode spécial dans la droite lignée de la série à laquelle il fait suite. La durée plus longue permet au scénariste de mixer deux histoires parallèles, tournant toutes les deux autour de la thématique de la famille indigne. Et de ce côté-là, ça y va niveau cynisme. D'un côté, on a une épouse infidèle qui sacrifie son propre fils pour se faire du pognon avant de se faire massacrer par son mari revanchard. Et de l'autre, on a un grand-père tyrannique, engendrant toute une famille de tarés, tous égoïstes et obsédés par le maintien de leur réputation, et prêts à s'entretuer à la moindre occasion. Au point que les deux seuls membres à peu près innocents de la smala soient obligés de se muer en meurtriers pour survivre. De façon assez astucieuse, le scénario s'amuse même à faire se croiser les protagonistes des deux intrigues lors de certaines scènes, sans pour autant avoir à recourir à un téléphone Garfield. Ceux qui fréquentent le site Nanarland comprendront. En revanche, les stratagèmes d'Uramiya commencent à devenir un petit peu trop capillotractés pour être toujours crédibles, nécessitant de plus en plus la conjonction de différents facteurs, dont beaucoup dépendent totalement du hasard, ou plutôt de la complicité du scénariste. Entre le mari qui n'est même pas soupçonné du meurtre de son épouse, la voiture qu'elle achète alors qu'elle n'a pas encore été engagée pour la mission pour laquelle elle en aura besoin, ou le stratagème particulièrement alambiqué qui lui permet d'éliminer Takahiko. De même, on ne comprend pas trop à quoi sert tout le passage où Shun forme Yuya pour qu'il devienne Oto, séquence qui n'aura aucune utilité pour la suite de l'histoire, en dehors du fait de permettre aux deux personnages de devenir amis. Le scénario est heureusement suffisamment prenant et bien mené pour qu'on le suive sans trop remarquer toutes ses facilités scénaristiques à la première vision. Un retour plutôt réussi pour Uramiya, donc, en attendant de la retrouver dans une prochaine aventure qui éclaircira enfin ses liens avec la mystérieuse Kyomi Shinjo. Jané!